Allez, aujourd'hui, on vous parle bien d'internationalisation de son patrimoine via l'immobilier américain. Et puis, on va également vous donner des pistes pour vous qui peuvent être intéressés pour vous expatrier aux États-Unis, obtenir son visa E2 via l'investissement dans l'immobilier commercial. Vous voulez en savoir plus? C'est tout de suite que ça se passe. Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast, nouvel épisode en présence de mon fidèle acolyte Mathieu. Comment tu vas, Mathieu, aujourd'hui? Bonjour mon capitaine, ça va très bien Julien, et toi? Tout va bien, tout va bien. Pas un super temps aujourd'hui en Floride où je me trouve actuellement, mais une fois on n'est se pas plaint pas, coutume. il fait quand même très chaud. On va pas se plaindre, on doit avoir plus de 30 degrés toujours, évidemment. Ouais, Mais en même temps, en Floride, quand est-ce qu'il ne fait pas chaud? En fait, jamais. voilà. Donc, je pense que vous commencez à rentrer dans l'automne là en France. Ça y est. Ouais, en fait, oui, on y est rentré très tôt cette année. Depuis le 1er septembre, c'est vraiment pas terrible. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a eu un petit 8 degrés ce matin, avec toujours un peu d'humidité. Et puis, petit 14, 15, 16 degrés cet après-midi. Donc, tu vois, le delta est quand même conséquent par rapport à la Floride. Alors, ce qui est marrant en France, c'est que non seulement le climat réel est frais, mais en plus, le climat économique et politique, l'est également, si je peux faire ce parallèle, puisque, on a quelques nouvelles fraîches, nouveau Premier ministre, probablement un gouvernement qui va être remanié, donc encore un peu plus d'instabilité politique en France, et on va dire de manière plus globale en Europe. Il y a quand même pas mal de problématiques, donc c'était le bon moment aussi de vous parler un peu d'internationalisation de votre patrimoine. Vous, peut-être qui nous écoutez, vous êtes ressortissant d'un pays francophone européen, voire même du Canada francophone, parce qu'il y a des problématiques qui sont assez similaires au Canada. Pour en avoir discuté sur un podcast qu'on a mis en ligne dernièrement avec notre ami Kevin Séguin, qui lui est investisseur au Canada. On voit qu'il y a beaucoup de similitudes, mais du coup, allez voir ce podcast d'ailleurs. Je vous recommande, vous verrez qu'il y a pas mal de similitudes entre l'Europe et le Canada. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, l'idée, c'est de vous dire que c'est possible d'investir aux États-Unis, bien sûr, les stratégies de diversification patrimoniale via l'immobilier américain, et vous donner quelques retours d'expérience, entre guillemets. Je pense que ça peut être pas mal, et le gros intérêt qu'on a toujours, c'est notre complémentarité. Mathieu, qui est toujours actif en immobilier en tant qu'investisseur en Europe, il est aussi aux États-Unis, mais il a quand même il a ses deux pieds toujours en Europe. Moi, bien sûr, uniquement aux États-Unis. Donc ça permet de faire des points de comparaison, et puis aussi de vous donner les derniers retours. On a eu pas mal de monde au téléphone dernièrement pour l'expatriation, pour l'investissement immobilier. Donc c'était un bon moment pour faire une petite synthèse, et essayer de vous donner des pistes de réflexion. Ouais, je pense que c'est tout le but cette fois-ci de ce podcast, c'est de donner un retour d'expérience. Alors bien sûr, aussi bien toi que moi, on peut partager notre retour sur ce podcast, mais ça pourrait être taxé évidemment de retour biaisé, parce que on va défendre notre aversion à l'investissement aux États-Unis. Toi, de toute façon, comme tu l'as dit, tu vis là-bas, tu n'as aucun investissement en France. Et c'est pour ça aussi qu'on aura une interview d'un investisseur français qui investit aux États-Unis maintenant à tes côtés depuis quelques années. J'ai envie de dire, c'est presque un investisseur historique avec toi. C'est un vétéran de l'investissement aux États-Unis. Mais oui, tu as bien fait de spoiler, j'avais oublié d'introduire ça. On va avoir la présence d'un investisseur français qui investit aujourd'hui dans nos programmes d'investissement, mais qui a eu une vie avant en termes d'investissement immobilier aux États-Unis, qui a une vie ailleurs qu'aux États-Unis en termes d'investissement immobilier à travers le monde. Il va vous en parler. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup investi en France, mais par le passé. Il a 74 ans aujourd'hui, sans vouloir donner son âge, je l'ai dit. Mais voilà, ça nous paraissait très intéressant d'arriver à illustrer ce qu'on voulait vous dire avec la présence de quelqu'un qui peut en témoigner. Ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a eu
qui a eu 1000 vies presque. Ah Il a fait oui. beaucoup de choses différentes. Il a d'abord travaillé pour des sociétés avant de finalement basculer vers la liberté financière, comme on l'appelle aujourd'hui, avec ses investissements immobiliers qu'il a fait, alors pas aux quatre coins du monde, mais presque. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a voyagé aux quatre coins du monde et c'est un profil vraiment très intéressant. C'est quelqu'un qu'on pourrait écouter des heures sur un podcast, mais voilà, on va vous donner un petit aperçu de ce profil et je pense que ça vaut le coup de rester pour l'écouter. Alors, ce que je te propose dans un premier temps, parce qu'il y a un truc qui est quand Ouais. même intéressant, c'est qu'on a un investisseur qui est dans ce cas également, qui est toi, puisque toi, tu as décidé d'internationaliser ton patrimoine via l'immobilier américain il y a quelques temps aussi. Et C'est donc, vrai. tiens, première question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment c'est venu cette idée? Ouah, il y a tellement de facteurs. En fait, c'est une accumulation de facteurs. Il n'y en a pas un seul. Mais je pense, de toute façon, moi, je faisais de la location, aussi bien résidentielle que commerciale, avec des bureaux et des entrepôts. Euh, J'ai fini par abandonner ça. Alors, le résidentiel, parce que, on en a déjà parlé sur d'autres podcasts, hein, j'ai l'impression que ça va devenir des sujets redondants, mais parce que ça devenait compliqué de gérer des locataires. Alors, pendant des années, il n'y a jamais eu de souci, mais on va dire sur les 5 dernières années où j'ai continué à faire de la location, j'ai vu les problèmes augmenter sur soit des non-paiements, soit des retards de paiement, soit des locataires qui carrément s'en vont sans rien dire. Et tu retrouves la clé sur la porte et il n'y a plus rien. C'est-à-dire Et qu'il alors, arrive le début du mois, tu dis tiens, le loyer n'est pas là, bah, je vais lui passer un petit coup de fil. Tu l'appelles, ça répond pas, tu te déplaces sur place, il y a la clé sur la porte et il n'y a plus rien, c'est vidé, quoi. je me Alors ça, permets de c'est le meilleur des t'interrompre cas, parce hein. que C'est j'ai des questions qui me viennent en même temps que tu les parles, donc que tu expliques. Donc, je me permets de t'interrompre. Et donc, Vas-y. ça, tu sais la cause de ce problème, parce que généralement, les gens qui te payent pas, il y a toujours une partie des gens qui sont de mauvaise foi. En gros, ils peuvent, mais ils veulent pas. Ouais, Généralement, c'est des situations les plus compliquées à gérer, mais il y a beaucoup de oui. situations où, en fait, ils peuvent plus. Est-ce que c'était lié à ça? C'est qu'il y avait un problème derrière économique? Parce qu'on va revenir là-dessus sur cet enjeu d'internationalisation, c'est aussi malheureusement que on sent que l'Europe est un peu malade, la France notamment, économiquement, les petites et moyennes entreprises notamment sont dans des plus grandes difficultés. Mais ce qui se passe, c'est que, alors économiquement, oui, c'est pas la panacée. De toute façon, ça on le sait, on va rien dévoiler, on va rien révéler. Pourquoi les gens payent plus? C'est une bonne question, hein. J'étais en train de parler de celui qui te laisse les clés sur la porte et qui s'en va. Alors celui-là, tu as presque envie de le remercier parce que c'est le meilleur des cas. Ouais, Tu c'est te dis propre quoi. c'est propre, tu as récupéré ton Mm. bien, tu es content. Celui qui s'en va pas et qui reste parce qu'il peut pas payer, là, celui-là, c'est très compliqué. On a déjà parlé plusieurs fois, c'est des procédures interminables, Ah, c'est ça c'est très sûr. compliqué et ça, on en voit de plus en plus. On en entend parler de plus en plus. Il y a une pression qui est faite là-dessus, auprès du gouvernement, auprès de tous les acteurs, mais ça porte pas. Aujourd'hui, on continue de protéger beaucoup plus le locataire que le propriétaire, à contrario des US où c'est beaucoup plus équilibré. Donc ça, tu vois, déjà, c'est un premier point, j'ai envie de dire. Parce que tu te dis, aux US, la balance, elle est équilibrée. Un propriétaire peut pas faire n'importe quoi non plus aux US, hein. Faut Ah, pas, ouais, c'est faut, normal, c'est faut, pas le faut Far pas West, rêver, hein. contrairement à ce qu'on C'est pense. pas, voilà, parce que non, mais des fois, les C'est gens ont une plus le Far vision, West. voilà, les gens ont une vision déformée ou pensent que c'est pro-propriétaire. En fait, non, moi, je trouve que c'est équilibré. C'est-à-dire que La balle est aussi au bien, centre. Moi, j'ai tendance à dire la balle exactement, est au centre. Voilà. exactement. Un Bon propriétaire rapport ne de peut pas force. abuser. Un propriétaire ne peut pas abuser, mais un locataire ne peut pas abuser non plus. Et si le locataire abuse, il sait qu'il va le payer, entre guillemets, parce que son crédit score sera impacté, parce que son historique sera impacté. Quand il va vouloir louer autre chose, ça va être compliqué. Bref, il y a tout un tas de mesures, un fonctionnement qui fait que personne n'a intérêt à déconner, en fait. Personne. Ni le propriétaire, ni le locataire. Et ça, en France, non, c'est pas du tout le cas. Donc ça, on va dire que c'était un Premier point. premier point. Ouais. Dans le commercial, je suis allé chercher plus de rentabilité. J'en ai trouvé. Euh, mais au final, tu te retrouves quand même avec des professionnels qui galèrent des fois. Donc, ça m'est arrivé d'avoir
des mecs qui pouvaient pas payer un bureau un mois. Ils te disent: «Ah, mais j'ai des contrats qui rentrent, vous inquiétez pas, le mois prochain, je paie les 2 mois de loyer». Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas lui dire: «Ben non, prends la porte, c'est dehors». Le mec, il partira Mais ça, pas. c'est inquiétant, tu vois. Mais Moi, ça oui, m'est et jamais donc arrivé sur du commercial, tu vois. et tu On vois? a tous des Et c'est moments où les gens toussaient sur du résidentiel. Moi, ça m'est arrivé quand même rarement aux États-Unis. Bon, après, il y a toujours différentes classes de locataires aussi, ouais, mais sur le commercial, ça m'est jamais arrivé, ça. et oui, Un c'est non-paiement, ah si, mais si, il y a ouais, un gros problème économique, quoi, hein. Le loyer, et c'est le premier voilà, que tu payes, quoi, hein. exactement. Du coup, ce que j'allais dire, c'est que ça révèle quand même une fébrilité de beaucoup de petites entreprises. C'est surtout les TPE, PME, hein, qui Bah sont oui, le mais c'est plus ce tissu touchés, hein. économique-là, hein, Et qui est pourtant, c'est celles impacté. qui font le tissu économique, hein. Bah oui, oui, mais c'est ça. C'est celles qui font la majorité du tissu économique local. Mais regarde le locataire ou les C'est locataires qu'on a en Floride, toi et moi, qu'on connaît, c'est mmh, pareil, c'est de la PME, TPE. Alors à l'échelle américaine, c'est-à-dire que la PME française, elle est à peu près, je sais pas si on peut nier une échelle, mais peut-être 5 à 10 fois moins grosse que la PME américaine. J'en sais rien. probablement Ouais. 5 Mais fois peut-être, ouais. mais c'est la même chose. C'est juste que Mmh, bah le tissu économique est beaucoup plus adapté aux problématiques. Enfin voilà, c'est très différent de la France. La lourdeur administrative, on l'a beaucoup moins aux États-Unis. ouais, L'aspect fiscal, voilà. Et ça se et ressent bah, pour un propriétaire aussi, puisque in fine, c'est des gens qui te payent. Nous, on exactement. avait un locataire qui nous payait 12 000 dollars par mois, hein, pour une propriété commerciale en Floride. Aujourd'hui, aller chercher 12 000 dollars par mois ou 12 000 euros par mois en France, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, à part dans des retail premier choix ou vraiment des rues très particulières. Nous, là, on parle pas du tout de ce type de propriété-là. Ouais, là, on est Et sur de l'industriel, plus c'est du commercial, mais presque industriel, puisque c'est dans des zones, artisanales, on va dire. voilà, voilà. Mais Mais dans ouais. une ville moyenne de 20 000 habitants, hein, on n'est pas, voilà. Ça pourrait se comparer à peut-être à des endroits que tu connais toi dans ta région en France, enfin, que beaucoup de gens connaissent en province, comme on dit en France, quoi. Ouais, disons que alors c'est sûr que la rentabilité est plus intéressante, encore plus intéressante dans le commercial aux US par rapport à la France. Et puis il y a autre chose, par exemple, tu vois, on parle du commercial, enfin en tout cas, ouais, de l'industriel. Hem, Chose différente, c'est que, tu vois, tu parlais du locataire qu'on avait sur la propriété à 12 000 par mois. Hem, on va avoir des loyers qui s'entendent, triple net. C'est-à-dire que tout est payé. T'as pas à la Ouais, ça fin n'existe de plus la en France, je crois, ça. Voilà, t'as pas à la Ouais. fin de l'année, ta taxe foncière à payer ou quoi que ce soit. Parce que là, quand on parle de 12 000 on était sur du un peu plus de 10 net de rentabilité. C'est enfin, c'est compliqué d'avoir ça ici, quoi. Ouais, ouais. C'est compliqué, sauf si Ah, tu construis toi-même. Encore une fois, on n'est pas dans les mêmes logiques, mais pour quelqu'un qui voudrait juste acheter et placer un locataire, du passif total, en fait, hein, heu, ouais. non, c'est très Ne compliqué. discutons pas trop sur le commercial. Je propose qu'on en parle après l'interview Ouais, ouais. de notre cher ami qui va rentrer, dont le prénom est Yves d'ailleurs. Mmh. Ok, je comprends la motivation, les Ouais, deux voilà, points il y a principaux. ça et puis après il y a la situation, voilà, situation économique, puis je pense qu'au final, oui, tu as envie de pourquoi tu veux t'internationaliser? Bah, parce que tu as envie d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se fait, De comparer peut-être un peu, de voilà, de tester. comparer, de découvrir autre chose, parce qu'en entendre parler, lire, c'est bien mais aller essayer, c'est encore mieux et j'ai envie de dire que l'essayer, c'est l'adopter, c'est l'approuver. Ça me fait penser à autre chose. C'est marrant que tu dis ça. J'ai un client marchand bien. Je viens de lui finir sa maison. J'ai fait faire les photos ce matin à mon photographe. On va mettre en ligne pour la revente. C'est pas un super deal. Très honnêtement, je l'avais prévenu que ça allait être difficile. En plus, le marché a shifté un peu à la baisse. Mmh. Donc, bon, pas je pense pas que cette première opération, ça soit hyper positif pour lui. Il va en sortir et je pense qu'il veut rebondir sur autre chose qui soit plus positif et probablement aussi qu'il écoutera plus finement ce que je lui dis. Je vais pas m'envoyer des fleurs, mais j'avais un peu préparé et j'avais prévenu qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire, notamment à Pickwick plutôt qu'en Floride. Anyway, pour revenir à ça, avec lui, super bien passé cette opération de marchand. Parce que voilà, comme tu dis, on est entre pros,
budget. Bon voilà, il y a toujours les discussions de l'argent est la clé en fait. Donc nous on a fourni tout le support, mais ça a été clair. Je pense qu'il est content de ce qu'on a fait. Donc j'ai encore eu des félicitations ce matin sur le travail effectué. Il dit ça rend super bien. En revanche, ce que je veux aussi expliquer à des gens, c'est que, et notamment les gens qui recherchent des opérations de marchand aux États-Unis, ça va être très compliqué d'être dans cette configuration là, parce que il faut, s'il y a des affaires à faire sur des opérations de marchand, il y a des gens qui le feront et qui sont généralement mieux positionnés que vous, c'est-à-dire qui ont la main d'œuvre, qui ont, qui sont en place en fait. Donc il faut avoir conscience de ça et parfois en fait il faut remettre en question son modèle en fait. Il faut aller jusqu'à à ce point-là. C'est-à-dire si vous voulez vous internationaliser, et ben peut-être que vous n'allez pas pouvoir faire la même chose que ce que vous faites en France. Et typiquement les marchands de biens, refaire du marchand de biens aux États-Unis, le niveau de marge risque d'être quand même assez différent parce que vous allez devoir faire appel à tout un système. Mais c'est pas juste la personne qui va venir peindre, c'est la personne qui va vous trouver le deal, qui va vous expliquer comment le marché fonctionne. Enfin, il va vous falloir avoir quelqu'un qui pense à tout pour vous. Et effectivement, ça change beaucoup de choses sur le bas de ligne. On fait appel à beaucoup plus de choses. Donc, surtout sur un marché où les marges sont plus tendues, comme ça peut être le cas sur certains marchés américains, et ben peut-être que parfois il vaut mieux reprendre du recul. Tu vois, et typiquement ce client, moi je l'avais déjà recommandé, c'est pas grave. La maison, tu l'as pas acheté cher. On a fait des travaux qui l'embellissent, mets-la en location. Attendons que le marché passe. Attendons un petit peu, fais 1 an, 2 ans, 3 ans de liste, vois ce qui se passe. Peut-être que le marché va retrouver de la couleur plus rapidement et tu revendras à ce moment-là. Faut aussi être dans une optique un peu agile, surtout sur la première opération. Il faut se sentir, il faut se trouver. Mais il faut avoir plusieurs exits, surtout sur les marchés actuels. Voilà. Mais je pense que pour commencer, la meilleure manière de voir les choses, c'est quand même plutôt des investissements moyen terme, long terme, c'est-à-dire mettre un locataire, faire du rendement locatif, plutôt que de l'opération achat réno-revente ou achat construction-revente. C'est des opérations qui nécessitent un petit peu plus de connaissances, une confiance avec une personne pour le faire aussi, ce qui n'est pas toujours évident parce que là, il faut payer des travaux tout en étant à distance. Voilà, ça peut amener à plus tu vois, d'incertitude. Ouais, c'était encore possible, on va dire, il y a 12 ou 24 mois, puisque toi-même, tu en faisais, tu en proposais à des clients sur Sarasota, Bradenton, enfin toute la côte où tu es actif. C'était encore possible parce que le marché était dans une autre tendance, on va dire. Ah mais c'est toujours possible, c'est juste que ça se passe pas ici. Je donne deux exemples. L'année dernière, en faisant 3 opérations d'achat réno-revente de marchand de biens, les 3 dernières que j'ai faites en Floride à ce jour, j'ai perdu, je pense, sur les 3 cumulés 50 000 balles. Hein. J'ai perdu de l'argent, ce que les gens peuvent avoir du mal à considérer. Là, sur la construction, parfois on fait rentrer des clients sur des opérations plus grosses, notamment des opérations qu'on ne revend pas à nos clients investisseurs, mais des opérations qu'on revend à des acheteurs locaux. Là, dernièrement, je suis sous contrat sur une maison avec des acheteurs de Nashville pour une maison qu'on est en train de construire à Pickwick. Prix de vente 499 900, pour pas dire 500 000. J'aime bien faire ces prix-là. Ça va être une maison, je pense que ça va être un projet tout mis bout à bout. On va être à 350 000 $, quoi. Achat terrain, viabilisation, enfin tout ce qu'il faut construire la maison. Il y a de la marge. Mais c'est juste qu'il faut entendre. Et typiquement, le client qui a voulu faire de la Floride, j'en ai parlé de ça avant. Évidemment. Maintenant, il faut être ouvert d'esprit. Oui, c'est plus long. Une réno, ça peut être plutôt 3-6 mois, 6 mois plutôt, pour être réaliste, pour le faire. Une construction, c'est plutôt 1 an. Maintenant, faut que chacun entende ce qu'on lui dit, ce qu'on dit aussi. Mais oui, c'est possible. C'est juste que le marché, les marchés sont changeants. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a 2 marchés. Donc, ça nous permet de switcher. Voilà. Et d'être toujours en bonne position. Voilà. Oui, bien sûr. Mais il y a de l'argent à faire. Il y en a toujours. Et on a, nous, un certain nombre de possibilités pour les clients pour qu'ils rentrent. Voilà. Après, si les gens veulent vraiment faire de la Floride, on leur dira ce qu'on en pense. On trouvera peut-être d'autres. Après, ça dépend pourquoi, parce que quelqu'un qui veut investir en Floride, aussi bien sur du commercial ou sur du résidentiel, il y a de l'argent à faire. Hein. Faut pas. Ah bah oui. Mais vous inquiétez pas. Te dire. Là, on parlait de réno, d'achat-revente. Là, c'était un autre. C'est un autre sujet. Voilà, c'était un autre sujet. Mais quelqu'un qui veut faire l'investissement passif en Floride, vous inquiétez pas, il y a. Mais regarde, il y a des choses à faire.
comme pour toi, on avait une discussion sur de l'achat réno-revente et au final, on s'est associé sur une propriété commerciale en l'occurrence. Et voilà, parce que c'est un système plus hybride, il y a finalement un risque qui est moins important sur la valeur, probablement. On est probablement plus hermétique à la spéculation sur le marché. Le résidentiel, c'est un très très grand monde où on peut se faire noyer par la concurrence. Le commercial, c'est quand même différent. Ouais. Donc ouais, ça rejoint ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens aient conscience, notamment en France ou en Europe, que honnêtement, il faut prendre ça à certes. Mais je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont compris, vu ce qui se passe à travers le pays. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, diversifiez. Et je pense que l'immobilier américain, malgré tout ce qu'on peut dire, ça reste quand même encore un totem. Attention, vous mettez les pieds aux États-Unis. Il y a des marchés qui sont pas très intéressants. Mais il y a des choses à faire. Les États-Unis, c'est l'image d'un continent, hein, je le redis à chaque fois. Donc, il y a toujours des choses à faire. Et on est dans une économie purement libérale. Et donc là, vous allez découvrir un nouveau monde. Hein. Honnêtement, moi, à chaque fois que je parle même à des professionnels sur plein de notions légales, fiscales, d'opérations, enfin administratives, les gens, ils ont des étoiles dans les yeux parce que c'est plus simple. Et moi, aujourd'hui, je dis chapeau à des gens en France qui arrivent encore à faire des choses, à créer de la valeur, malgré tout, le poids fiscal, la difficulté économique, il faut être bon. Hein. Moi, j'ai pas mal de copains qui sont entrepreneurs en France. Franchement, chapeau. Hein. J'ai encore des copains qui développent, qui continuent, qui investissent, et ils sont successful toujours malgré le poids, le poids de l'État souvent. Mais tu vois, on va ça a presque boucler la boucle. C'est-à-dire que tu continues de pouvoir générer de la valeur. Mais le problème, c'est que ça se répercute où? Ça se répercute sur la valeur du bien, in fine. Et donc, plus le bien est cher, plus les loyers vont être tirés vers le haut, puisque il faut bien rentabiliser un bien. Et donc, tu me demandais tout à l'heure comment ça se fait que les gens n'arrivent plus à payer leur loyer. Voilà, tu as la réponse. Ah, mais de toute façon, il y a un énorme delta, que... on sait. La développement de valeur du parc immobilier français, je sais plus c'est le chiffre, qu'est-ce que c'est que le chiffre là sur ces 20 dernières années, mais c'est énorme. C'est au moins 100, enfin je sais plus, c'est 1000%, un truc comme ça, c'est énorme. Hein. Donc c'est ça, c'est que tu tires les valeurs vers le haut, donc tu tires les loyers vers le haut, sauf que on le sait très bien, les salaires ne suivent pas. Voilà. Bah oui, les revenus, c'est seulement 13% d'augmentation en 20 ans, c'est ça le chiffre. Donc à un moment, il y a un problème. Et là, je parlais avec un autre marchand de biens client ce matin, qui lui est du côté de Biarritz, donc quand même une zone plutôt très premium. Aujourd'hui, tous les biens qui sortent, donc en gros, c'est que des biens à le bas du panier, c'est 1 million d'euros, quoi, 800 000, 1 million d'euros, quoi, dans ce qu'il fait. C'est que des acheteurs étrangers. C'est simple. Il m'a dit là, j'ai les ventes que j'ai, c'est Suisse, Angleterre, je sais pas, il m'a sorti d'autres pays, mais il m'a dit au-delà de 500 000 euros aujourd'hui, la clientèle française, c'est très rare. Voilà, la côte basque, c'est devenu très très compliqué. C'est beaucoup d'acheteurs étrangers ou alors d'assez gros patrimoine hors de la région, on va dire. Ah, mais c'est compliqué parce que l'économie ne suit pas en fait. Ça me fait penser à l'Espagne il y a quelques années, Marbella, avec les Anglais, avec les Norvégiens, et c'est toujours ça d'ailleurs parce que les Espagnols n'arrivent pas à payer, ou il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, comme Majorque, comme tous ces coins-là. Mais la France est en train de devenir ça. Il y a quand même un certain temps, allez, je sais pas, j'ai pas assez de recul dans ma tête, mais il y a peut-être 15 ou 20 ans, il y avait quand même un certain nombre d'acheteurs français, même dans des zones premium, quoi. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus. Nous, tu viens aux États-Unis, c'est le gros du volume dans les zones les plus chères, c'est les Américains, et de loin. C'est même, dans certains cas, rare qu'il y ait des acheteurs étrangers, hein, dans certains cas. Parce que, surtout sur les zones les plus haut de gamme, hein, je sais pas, tu vas à Star Island à Miami, qui est probablement le zip code le plus haut des États-Unis aujourd'hui. Bon, je crois que David Guetta a une maison là-bas, c'est la maison la moins chère de l'île. Hein. Ton voisin, c'est Bezos qui en a 3 côte à côte. Tu vois, à ce moment-là, c'est l'extrême, mais je veux dire, c'est quand même globalement ça. Parce que le pays produit des gens riches, parce que oui, on a eu de l'inflation, oui, l'immobilier a pris en valeur, mais les salaires ont suivi, les revenus ont suivi, parce que l'économie doit fonctionner comme ça. Et je vois, tu sais, de plus en plus de clients français qui sont très étonnés
et parfois j'ai l'impression qu'ils croient pas ce que je leur dis concernant les locataires qu'on rentre, notamment à Pickwick. J'ai des gens qui gagnent vraiment très très bien leur vie. Et il y a un vrai delta de salaire. On a des gens, nous, qui gagnent jusqu'à $200,000 par an de salaire. Hein. On a pas mal. Pour Pickwick, c'est énorme, quoi. Enfin, pour la région de C'est Mississippi, énorme, c'est mais on a quand énorme. même un certain nombre de gens, parce qu'on fait du neuf, parce qu'on est plutôt sur des biens plutôt le haut du panier, on va dire. Donc on récupère pas mal de bons locataires. Mais là, dernièrement encore, j'ai fait rentrer un cadre chez Northrop Grumman, il gagne $12,000 par mois. On a beaucoup de locataires, ils gagnent salaire à 5 chiffres mensuels. Hein. Enfin, beaucoup. Ouais. On a quand même quelques-uns. Hein. On a aussi on va dire le gros de la classe moyenne américaine, quoi. En gros, de salaire, ça fait 6 à 8 000 $ par mois. Mais tu vois, déjà un salaire 3-4 000 $. Aujourd'hui, 3-4 000 euros en France, t'es déjà cadre plutôt senior, quoi. Alors évidemment, il y a des choses qui sont pas incluses dans ton salaire, pas toujours, quoique si t'es dans les grandes boîtes, tu sais, t'as le plan de retraite, t'as l'assurance santé, faut pas croire. Hein. Il y a de plus en plus de choses qui aux États-Unis couvrent ces aspects-là qui sont couverts dans le salaire européen, enfin français en tout cas. Mais oui, ça étonne beaucoup de gens, mais parce que les salaires sont beaucoup développés. Moi, j'ai des copains, même dans des grands groupes français qui ont des filiales américaines, ils ont pris des augmentations de salaire sur un an des 10, 15, 20%, hein, pour que ça matche l'inflation, parce que c'était le marché aussi qui s'était beaucoup développé. Donc on a vu des salaires là sur les 3-4 dernières années qui ont beaucoup monté. Donc c'est pour ça que les loyers peuvent être supportés aussi. Les gens sont toujours étonnés que comment une maison à moins de $300 000, c'est ce qu'on construit généralement à Pickwick, enfin on a un modèle à moins de 300 000, ça se coûte $2,000 par mois. Il y a une clientèle, c'est tout. Ben oui. Un produit, un client. Et on a pas mal de monde qui font 3 fois ce revenu-là, c'est-à-dire 6 000 et plus. Nous, c'est ce qu'il faut pour qualifier pour louer ce genre de maison. Bon, bah voilà. Tu réponds à une demande locale. C'est ça. C'est le moment pour moi de faire rentrer notre vedette du jour, notre investisseur qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre sur ce podcast pour nous donner son témoignage d'investisseur expérimenté aux États-Unis et ailleurs à travers le monde, pour un peu corroborer ce qu'on vient de vous dire sur l'internationalisation du patrimoine. Voilà. Je vous laisse découvrir l'interview qu'on a fait il y a quelques jours. À tout de suite. Alors comme je vous disais, on va retrouver Yves, qui est un investisseur international, qui nous a fait la gentillesse de participer sur cet épisode du podcast. Bonjour Yves. Bonjour Julien. Bonjour Yves. Merci de participer. Donc je te présente Mathieu. Tu l'as un petit peu côtoyé avant pour préparer ce podcast et on a eu quelques péripéties, mais on y arrive. Bonjour Mathieu. On se connecter. Bonjour Yves. Déjà Yves, si tu veux bien, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que tu nous donnes un petit peu, tu te présentes un petit peu plus en détail. Comment est-ce que tu es venu, l'idée de devenir investisseur, notamment investisseur immobilier et dans plusieurs pays. Mais quel est ton parcours avant ça? Enfin, si tu peux te présenter rapidement. Bah écoute, a priori, j'étais pas destiné pour faire de l'investissement immobilier. Hein, j'ai pu commencer lorsque j'ai récupéré un peu d'argent en vendant ma maison suite à une séparation. Mais c'était même pas la première, mais enfin peu importe. Donc à partir du moment où je me suis retrouvé seul à l'extérieur de Marseille dans une grande maison avec piscine et j'en avais plus rien à faire, j'ai vendu. Et puis au lieu de réinvestir dans une autre résidence principale, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'investir dans de l'immobilier locatif. Donc j'ai commencé très très modestement avec un petit appartement dans le 3e arrondissement de Marseille, c'est un quartier populaire. J'ai acheté un petit T2 qui était déjà occupé par une vieille dame. Et pour la petite histoire d'ailleurs, elle est morte dedans 10 ou 15 ans après. Et puis après, je me suis dit que c'était pas mal d'en racheter un deuxième. Alors, même si je pouvais les payer cash, j'ai acheté tout ça à crédit, bien sûr, hein, de façon à optimiser un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les années 90, on n'était pas loin de crédit à 8, 10 ou 12%, puisqu'on avait une inflation de 12 ou 14%. Donc, c'était un bon coup, puisque l'inflation bouffe le crédit en quelque sorte. Hein. Ouais, comme quoi, c'est un bon retour. C'est bien de parler de ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent des taux d'intérêt. Mais comme quoi, à l'époque, alors nous, moi, dans les années 90, tu m'excuseras, mais je venais de naître.
donc j'étais pas encore en mesure de pouvoir prendre ces D'apprécier. décisions-là. Mais T'as- c'est intéressant et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir ton profil. Toi, tu as quand même beaucoup d'expérience. On t'aira à ton âge, mais t'es un homme avec une grande expérience et notamment, eh Oui, bien, ça permet de remettre du contexte parce qu'en fait, les choses se répètent et notamment, ouais, le taux d'intérêt. absolument. D'ailleurs, ma première résidence principale, je l'ai achetée, j'avais 20 ou 21 ans, hein. Et alors, pour la petite histoire, le prix de l'immobilier neuf à l'époque, hein, puisque j'avais acheté sur plan, c'était peut-être 80 mois de salaire. Ah oui. C'était rien. ouais, Ouais. Aujourd'hui, avec 80 mois de salaire, t'achètes rien. Ah bah voilà. c'est pas faux. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, Malheureusement, ouais, la France, là, on n'est pas petit déclin économique, hein. Pouvoir absolument, d'achat, ouais. absolument. Et donc, de fil en aiguille, j'ai acheté des petits appartements, des 2 pièces, des 3 pièces, qui étaient en relativement bon état ou à retaper, hein. Donc, moi, j'étais pas manchot. Donc, faut dire que j'ai passé un bac technique. Donc, c'est pas de l'immobilier, mais j'ai touché à beaucoup de machines, à machines-outils. Donc, j'étais relativement doué pour bricoler. Et donc, voilà, doucement, doucement, j'ai monté un parc. Alors, au début, j'ai acheté seul, puis après, j'ai créé une SCI avec un pote ou deux, et puis on a acheté, on a refait, on a loué, et ça a duré 20 ou 25 ans, hein. Et Donc ça, là, à c'était une ce activité moment-là, que ah pardon, vas-y ouais, Mathieu. là, à ce moment-là, donc tu as quitté ton travail à plein temps. Pas Et du c'est tout, là, non, d'accord. Donc pas tu es en du tout, pas parallèle de du tout. ton travail. Tu n'étais pas encore dans la liberté financière, on Ah, va dire. ah non, non, je dirais même, j'en étais très, très, très loin d'ailleurs, hein. C'est pour ça que j'ai commencé à investir parce que je pensais bien que travailler, c'était pas trop pour moi, même si j'ai travaillé 40 ans, mais bon, c'était pas trop pour moi. Et puis, non, j'ai acheté de l'immobilier et j'ai gardé 20 ans parce qu'aussi, faut prendre en considération la fiscalité en France, La plus-value. où pour sortir de la plus-value, il faut attendre 30 ans. Ouais. Ah oui, Sinon, ouais, ça fait mal. bah, Ça fait très mal. Ça fait très Ouais. mal parce qu'avec la CSG, tout ça, c'est Ouais. calculé en fait par le fisc pour nous prendre un maximum de fric, puisque les 6 dernières années de CSG, tu as encore 20 ou 25% d'impôt dessus, quoi. C'est vrai. et alors du coup, pour continuer donc toi, tu étais encore en activité, tu as commencé, cette activité immobilière en parallèle d'investisseur, notamment dans ta région et en France et après tu as commencé alors c'est peut-être venu plus tard, mais j'aimerais bien comprendre la suite du cheminement, d'investisseur que tu es et que tu es devenu. Après, tu as commencé à faire de l'immobilier international à quel moment, et par quel biais? Eh bien, c'est quand je me suis rapproché, donc on va dire à partir de 2010-2015, j'ai vendu mon immobilier en France, puisque j'étais quasiment sorti, pratiquement sorti de la plus-value. Et comme j'étais totalement conscient de l'impossibilité de gagner de l'argent dans ce pays, je me suis dit que j'allais investir à l'étranger. Donc, alors j'ai commencé par investir, je dirais, à titre personnel, parce que pour me promener, c'est-à-dire, hein, j'ai acheté une maison à Panama pour aller, parce que j'aimais beaucoup le Panama. Mon cousin s'y était installé, et donc j'avais plus ou moins l'intention, dès que ça serait possible, de me retirer au Panama. Puis finalement, ça s'est pas fait pour d'autres raisons. Mais à Panama, j'ai investi dans l'immobilier. Alors, c'est pas ce que j'ai fait de mieux parce que à cette époque-là, j'avais fait des mauvais choix et donc j'ai plutôt perdu de l'argent. D'accord. J'ai perdu de l'argent là. Alors, pas Acheter surtout. trop cher, c'est ça? Plus cher que la valeur du marché ou Non, pas non, déjà? c'était pas ça. Alors j'ai acheté et j'ai loué pendant 2 ans. Puis après, je me suis orienté vers un achat à titre perso pour y vivre. Et puis, bon, je crois que, enfin, je suis certain que à Panama, j'ai peut-être pas fait les bons choix et surtout avec les bonnes personnes. Et en fait, il y a eu un changement d'orientation de l'immeuble puisque c'était parti pour acheter un bel appartement au 42e étage sur la baie de Panama. Et puis, les constructeurs ont changé d'avis en voulant faire de cet immeuble un hôtel.
ce qui faisait que ça augmentait largement le prix. Et puis alors je pourrais toujours garder l'appartement, mais j'avais pas du tout envie de vivre dans un hôtel Ouais, avec les va-et-vient, tout ça. Donc j'ai abandonné le projet. Mais à Panama, quand tu abandonnes le projet, tu perds ton argent. Tu récupères rien. d'accord. Il y avait personne pour reprendre le projet derrière ou, Pas du tout, pour pas du racheter tout. le Non, l'appartement initial qui était prévu sur les plans? non, 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 non. Et alors là, j'ai perdu de l'argent, mais bon, de toute façon, si tu risques pas, tu gagnes pas et tu perds pas, mais tu gagnes pas non plus. Donc ça a été un mauvais projet. Et puis après, après, à titre perso, j'ai acheté une maison à Madagascar, mais ça en est en 2017 déjà, parce que je suis un pêcheur au gros. Donc Madagascar, c'était une opportunité. Mais comme j'aime pas vivre en hôtel, j'ai acheté une petite maison là-bas que j'ai toujours d'ailleurs et qui me permet de me tirer 2, 3 ou 4 mois quand le temps est mauvais ici. Et je m'en vais au soleil. OK. Et du coup, si tu peux nous parler plus précisément de l'immobilier américain, comment tu as découvert ça? Ce que tu as fait, enfin sans en fonction de ce que tu veux dire évidemment, sans trop rentrer en détail si tu veux pas le dire. Mais, la et puis surtout aujourd'hui, ce que tu en penses après, quand même maintenant pas mal d'années que tu as d'expérience. Juste, je vais remettre du contexte un petit peu avant que tu parles de ça. Yves, c'est un de mes clients, c'est aussi un de mes associés, aux États-Unis. Donc, voilà, je connais pas mal de ses affaires, mais c'est lui qui va nous dire ce qu'il souhaite, bien sûr, sur ce témoignage. Mais je pense que c'est intéressant parce que tu as quand même eu, tu as fait différentes choses avant que je te connaisse, peut-être après aussi quand on a travaillé, tu as fait d'autres choses avec d'autres équipes ou en tout cas sur d'autres marchés, parce que le marché américain est très grand à l'image d'un continent. Mais je trouve que ça peut être intéressant que tu nous dises un peu ton ressenti. Ouais, alors ça a commencé il y a 10 ans exactement, c'est en 2015. C'est une amie qui avait un copain qui avait investi, qui investissait aux États-Unis. Alors c'était surtout, je dirais la fin des subprimes. En fait, c'était des maisons qui étaient pas très chères, mais pas chères du tout. Enfin, surtout avec un euro à 1,30 $, 1,35 $. C'était une excellente opportunité pour investir aux États-Unis parce que moi, j'avais désinvesti en France, donc j'avais du capital et je m'étais mis sur ces maisons pas chères, avec des loyers pas très élevés non plus, mais eu égard au prix des maisons, les rendements étaient autour de 8 ou 10%. Donc c'était nettement différent de ce qu'on pouvait faire en France et ça m'a intéressé. Ça a marché, alors ça a marché un certain temps, un certain nombre d'années où j'ai pas eu trop de problèmes. Et puis les affaires se sont un peu dégradées et j'ai commencé à avoir des soucis d'encaissement de loyer. Bah, il faut dire que la personne avec laquelle je m'étais engagé et qui me vendait les appartements et qui les gérait a peut-être un petit peu tourné Kazakh. J'étais obligé de lui faire un procès d'ailleurs, parce que je connaissais des Français qui avaient investi avec lui, qui se faisaient, j'ai pas peur du mot, qui se faisaient voler aussi. Et eux, ils ont abandonné l'histoire, ils ont perdu de l'argent, ils se sont retirés en vendant pas très cher. Et moi, c'est pas mon genre, donc j'ai prévenu le gestionnaire et je lui ai dit que s'il continuait comme ça, j'allais lui faire un procès. Et bon, comme il m'a pris de haut, bah, j'ai mis un avocat sur l'affaire et puis j'ai vendu les maisons au fur et à mesure au prix que je pouvais en sortir. Alors c'était pas, il y avait pas vraiment de plus-value, mais en fait, je sauvais l'essentiel. Et puis, comme je lui ai fait un procès, j'ai obtenu 20 000 $ de dédommagement. Et après, je suis parti dans un autre coin des États-Unis où j'ai refait pareil. Alors, je me suis un petit peu diversifié parce que j'ai acheté des maisons en Floride et c'est peut-être le meilleur coup que j'ai pu faire parce que la demande a augmenté, donc les prix ont augmenté. Et là, j'ai fait de grosses plus-values. Mais comme je voulais pas payer d'impôt sur la plus-value, bah, je devais réinvestir. Et c'est à cette époque que je t'ai rencontré, Julien. Donc, tu m'as proposé de réinvestir en reculant la date de paiement de la plus-value et en investissant dans des maisons qui n'auraient rien à voir avec ce que j'avais, hein, dans des maisons neuves, complètement bâties, sur des terrains avec un potentiel de location. Alors,
Certes, à ce prix-là, je ne pouvais pas espérer des rendements de 10%, mais j'ai plutôt joué sur, un rendement correct et une plus-value, latente, avec l'augmentation des prix et puis avec l'inflation aussi aux États-Unis, hein, c'est pas négligeable. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Alors quand j'ai vendu ces maisons, aux États-Unis, ces maisons, pas chères, j'ai eu pas mal de problèmes et il m'est arrivé de perdre de l'argent sur ces reventes, hein. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Mais bon, j'ai pas baissé les bras, hein, donc je sais très bien que dans la vie, on se risque à gagner de l'argent, on peut aussi en perdre. Il faut accepter, hein, c'est pas un jeu, mais il faut accepter qu'on n'en gagne pas toujours. Mais je m'en suis pas trop mal sorti finalement et aujourd'hui, alors justement, dans les maisons que j'ai achetées, en association avec Julien ou les investissements que j'ai fait avec lui, bien, je suis sur une autre direction, sur une autre appréciation de mes investissements. Donc, c'est du moyen terme, hein, eu égard à mon âge, je peux pas m'engager sur 10 ou 15 ans, hein. Malheureusement, je n'ai plus le temps. Mais, voilà, aujourd'hui, j'en suis là. OK. Ok, ouais. Julien, peut-être est-ce que tu peux, rappeler, parce que c'est vrai que c'est différent aux États-Unis sur les plus-values quand on réinvestit suite à la vente d'un bien, hem, aux États-Unis, le paiement de la plus-value est reporté, du coup. Ah oui, c'est ce qu'on appelle un échange 10-31. En fait, s'il y a un investissement qui est fait dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent la vente du bien, et qui, est au moins du montant de la plus-value. Alors il y a différentes conditions, mais globalement c'est ça la règle. Eh bien on est exonéré de plus-value en tout cas, temporairement. Mais on peut faire ça de manière, indéfinie. On peut répéter ce genre d'échange 10-31, hem, autant de fois qu'on le souhaite. Donc c'est un outil qu'on utilise très souvent. On l'utilisait avec, Yves notamment, qui avait fait quand même des belles plus-values sur, certaines acquisitions qu'il avait fait en Floride. Et donc ça fonctionne, très bien. Moi, j'aimerais revenir sur une notion qui est très importante et qu'il a soulevée, Yves, je pense que la grande force qu'il a, c'est que c'est quelqu'un de résilient. J'ai eu beaucoup de différents types de clients, différents profils et c'est vrai que ce qui fait la différence quand même, c'est la ténacité. Même si on est souvent dans des logiques, quand on est à l'étranger, enfin quand on est investisseur à distance, international, on est plutôt dans une logique passive parce qu'il faut on a besoin de support sur place pour ne serait-ce que pour la gestion. Mais malgré tout, les décisions, c'est l'investisseur qui les prend sur, quelle marche donner, vendre, acheter, louer, voilà. Et ces questions-là sont primordiales, ces choix-là, font vraiment la différence dans le temps, hein. Moi, j'ai vu des différences avec des gens qui avaient décidé de vendre à un moment, en aplatissant complètement leur prix, en perdant même de l'argent, alors que s'ils avaient attendu ne serait-ce que 6 mois parce qu'il peut y avoir des enjeux de saison, ils auraient pu beaucoup mieux revendre. J'ai vu aussi des gens qui avaient manqué des échéances, avec qui j'avais poussé pour qu'ils vendent, ils ont pas voulu vendre, ils ont attendu 1 an. Et on a des marchés qui sont contractés où ils ont, parfois perdu, sur des biens, jusqu'à 20 de plus-value potentielle. Donc il faut sentir les coups, mais il faut aussi être résilient, et il y a cet effet de rebond qui est très important. Ça peut arriver de perdre de l'argent, c'est pas du tout ce que l'on souhaite et quand on se lance dans un projet, bien sûr, c'est pour en gagner à tous les coups, mais il faut avoir conscience que ça peut arriver et si ça arrive, eh bien, il faut se dire, on est comme une balle rebondissante. Il faut rebondir sur quelque chose d'autre pour que, eh bien, on ressorte avec, au final un solde qui soit, au moins neutre, mais surtout positif. C'est ce que l'on souhaite et une perte, il faut pour la manger, la meilleure chose à refaire, c'est réinvestir. Alors ça peut faire peur, mais il faut surtout analyser, les causes de l'échec. Quand on comprend ce dans quoi on a investi, et c'est ce que je sais de Yves, c'est qu'il avait investi dans des biens qui étaient aussi plus à risque et il le savait et donc ben, la finalité peut être, une perte, sur la valeur ou, plus de complexité sur la gestion. Si ça on le comprend, c'est pas un problème. On peut aussi, les causes peuvent être multiples. C'est aussi ne pas s'être suffisamment intéressé à son investissement, avoir choisi le mauvais gestionnaire, bref. Mais, encore une fois, je pense que la résilience, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, pour les Ouais, investissements. d'autant que c'est pas spécifique aux États-Unis, hein. Moi, j'ai investi en France. Et alors c'est un peu encore plus compliqué en France dans la mesure où, on peut ne pas être payé et c'est très compliqué d'obtenir, le paiement des loyers antérieurs. Les gens quand ils payent pas, c'est très compliqué de les foutre dehors, hein. Moi j'ai eu des problèmes où il a fallu que j'attende 3 ans de procédure. Donc là aussi, hein, en France, il faut pas rêver quoi, hein. Je trouve que c'est très compliqué
compliqué et ça l'est de plus en plus puisque maintenant, même quand quelqu'un squatte ton appartement, tu peux même plus le virer dans ce pays, hein. Je veux dire, il y a plus de justice, il y a plus rien. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis orienté vers les États-Unis où je sais que quelqu'un qui paye pas, la loi est pour le propriétaire et non pas pour l'occupant. Donc ça fait partie des choses aussi. Je veux dire, en France, on n'est pas certain de gagner, loin s'en faut. Et puis maintenant, c'est devenu compliqué parce que les normes, les taxes. Aujourd'hui, en France, pour un investissement neuf, même dans une ville moyenne, quand on fait du 5%, on se met une médaille, hein. Oula, oui. Mmh. À 5%, tu es déjà un champion, là. Ah oui, Ouais. oui, je parle brut, hein, je parle avant impôt. Ouais, bien sûr. On se met une Ah ouais, ouais, médaille. non, J'adore cette expression. exactement, On est exactement. d'accord. Ouais, ouais, c'est pour ça. Donc, après, et même mes investissements au Panama, ils se sont pas toujours couronnés de succès. Bon, on retombe sur nos pieds, mais je veux dire, si on n'essaye pas, on met son argent à la caisse d'épargne et là, on est sûr de perdre de l'argent. Sur un Ouais, livret A franchement. et on est bon. Ouais. Ouais. Voilà. En obligation française, histoire d'être bien. Aussi, maintenant, oui, c'est sûr. Acheter de la dette, Ouais. Oui, ils ont besoin. Mais non, blague à part, pour revenir à autre chose qui... Aujourd'hui, on peut dire que tu as quand même acquis une forme de liberté financière. Alors, tu as quand même oui, une retraite de ton travail, évidemment, mais on va oui, dire que le gros de tes revenus, quand même, je pense, viennent de tes investissements immobiliers, quoi. Et, absolument. et donc, c'est quand même... bon, c'est super, hein, félicitations d'avoir déjà atteint ce point-là. Euh, toi, qu'est-ce que ça a changé Tu peux nous donner des exemples concrets de ce que ça peut changer dans ta vie au quotidien, d'avoir cette latitude financière additionnelle, quoi, par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas fait ces choix-là il y a quelques années, quelques décennies. Absolument, puisque moi j'ai commencé, enfin moi j'avais en quelque sorte une phrase qui me trottait dans la tête. Je disais, il n'y a pas de raison que moi je travaille pour gagner de l'argent et que mon argent ne travaille pas pour gagner de l'argent. Donc il fallait avant tout faire travailler mon argent. Mais travailler mon argent, alors j'ai diversifié comme un peu comme tout le monde, que ce soit un peu de l'or, un peu des actions, de l'immobilier et depuis quelques années du Bitcoin, hein, parce qu'il faut pas oublier non plus cette possibilité. Ouais. Mais effectivement, j'ai toujours pensé que j'aurais un meilleur train de vie et une meilleure vie en faisant travailler mon argent sans façon ostentatoire, hein. Moi, je me considère pas comme un riche, hein, mais je vis bien. Voilà, quand je fais mes courses, je regarde pas les prix, quoi, hein. Si ça me plaît, j'achète. Il y a pas de souci, quoi. C'est ça aussi, la vraie liberté, c'est ça aussi, c'est de pas être obligé de regarder les prix ou de compter à la fin du mois. Alors voilà, grâce à des revenus annexes, hein, parce que c'est pas ma retraite qui me permettrait ça, puisque comme je l'ai peut-être pas dit, mais moi je voyage beaucoup et ça me permet effectivement de parcourir la planète sans trop me casser la tête au niveau de ce que ça coûte, quoi. Donc j'ai une retraite de cadre et même avec une retraite de cadre, si j'aurais préféré garder tout ce qu'on m'a piqué pendant ma saison, enfin ma période de travail, Carrière. je serais beaucoup plus riche que ce qu'on m'a filé après 40 ans de boulot, quoi. Oui, Ah si tu parles s'il y avait eu une caisse, un régime privé pour Absolument. gérer les retraites, Absolument. Et ouais, d'ailleurs, en fait, moi, j'ai pas de mal à accepter que les gens, s'ils comprennent que la retraite, c'est pas vraiment la panacée quand on a travaillé 40 ou 45 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, la retraite par capitalisation que les gouvernements français se refusent à mettre en en place. œuvre. Voilà, moi, en fait, j'ai commencé à 40 ans en me disant, bon, ben, comme j'aurai une retraite insuffisante, ben, je vais me faire ma retraite par capitalisation. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre à peu près correctement, quoi. Ouais. Bah, moi, les gens sont étonnés, mais en Floride où je vis, il y a beaucoup de mes voisins sont retraités, mais ce sont des retraités jeunes. Ce sont des gens qui travaillent pour des grands groupes américains. J'ai des voisins, madame est partie à la retraite à 43 ans, avec le Ah plan oui, de retraite privé, hein. Donc oui, il y a été cadre assez haut niveau, mais à comparaison moyenne, enfin si tu compares ça à un cadre du même niveau en France, bah, il faut aller jusqu'à 60-62 ans, hein, pour pouvoir toucher, et tu touches pas la même retraite, hein. C'est du simple au double, hein. ah, Donc c'est sûr, parce hein, que les fonds sont investis correctement, l'argent est performe en fait. Ce qui Exact. ne se passe pas, ce qui ne se passe pas pour le régime français, puisqu'en fait on paye la retraite des autres. Donc en fait l'argent ne ouais, travaille pas. ouais. C'est à fond perdu, quoi. C'est de la trésor que l'argent ne travaille pas.
Exactement, il faut investir de l'argent. J'allais dire mettre de l'argent de côté, mais c'est même pas ça, parce que si tu mets de l'argent sur un PEL, un PEA, fait toutes ces conneries, tu finis pauvre, hein, il n'y a pas de souci, hein. Non, il faut vraiment investir. Je dis pas en prenant des risques, mais quand même en étant un peu aventurier et un peu curieux aussi, avec des gens sérieux. Voilà. L'important c'est ça, c'est de travailler avec des gens sérieux et puis puis d'attendre, hein, parce que c'est vrai, hein, il faut 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, mais au moins il y a quelque chose au bout, quoi. Contrairement à la retraite de France par Capitalisation. répartition. Ah, Ben par non, répartition, pardon. ouais, Bah, je c'est pense pas que ça va possible. être la clé là pour beaucoup de gens dans les années qui arrivent. Bon, les gens veulent rester en France, ça, y a pas de discussion par rapport à ça. Il y a des gens qui vont vouloir partir, d'autres rester ou voilà, qui sont en train de partir. Mais globalement, ceux qui continuent dans le système français, il faut qu'ils aient conscience qu'aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir qu'ils internationalisent leur patrimoine parce qu'aujourd'hui, les propositions d'investissement en France offrent des rentabilités qui sont très faibles, où il y a une fiscalisation qui est très lourde. Donc, il y a pas Et besoin d'être un une inflation qui mange tout, hein, aussi ça, mais il y a pas besoin d'être, je veux dire, il y a pas besoin d'être un génie pour, faut juste pour avoir un peu de comprendre. courage, mais voilà, aller Absolument. acheter une maison aux États-Unis, et se dire: «Allez, on peut avoir une possibilité de financement, on se donne 20 ans, la maison est payée, dans 20 ans, c'est un revenu complémentaire qui sera substantiel». Heu, C'est ça. c'est sûr, pour une famille, pour des gens qui vont être à la retraite, ça va leur donner de la liberté, quoi. Et Hem, avec, on le rappelle, des avantages tout de même, en investissant aux États-Unis puisque les loyers, collectés, à l'étranger sont exclus de la CSG, en ah oui, en plus, il y a France. des avantages fiscaux, ouais. Mais ouais, c'est Ouais, dans le cas des Non, c'est États-Unis. sûr, c'est donc sûr. vraiment non, c'est faut pas Mais Ouais. aujourd'hui, enfin, moi j'ai des neveux, hein, qui ont 50 ans ou qui sont autour de 50 ans. J'arrête pas de leur dire que s'ils font rien, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a un actif et demi pour un retraité. Alors je parle du privé. Quant à l'administration, c'est un actif pour un retraité. Et chaque année, il y a de plus en plus de retraités. Et en fait, déjà aujourd'hui, la caisse de retraite des fonctionnaires, elle est déficitaire de 3 ou 4 milliards. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs que les gouvernements tapent dans la caisse des privés et en plus empruntent pour payer les retraites des fonctionnaires. Donc, c'est voué à l'échec, quoi. C'est foutu, quoi. Il y a pas il y a pas de solution. Il y a pas de solution. c'est vrai qu'on Ouais. voit mal, heu, une solution à ce problème, hein. C'est Ah non, c'est pas c'est possible, compliqué, hein. ouais. Il Ah y a ouais, pas c'est très d'argent, compliqué. tu vas pas l'inventer, hein. C'est comme une entreprise. Exactement. Alors, il y a que l'emprunt, mais l'emprunt, surtout maintenant, il va coûter de plus en plus cher à l'État parce que avec sa note qui a été encore rabaissée, empruntée à 4%, peut-être à 5%, quand on a déjà 75 milliards d'euros pour payer les intérêts et sans amortir sans rembourser le capital, c'est pas possible. Moi, ils me Ça, font c'est une rire là hérésie, parce que, hein. ah C'est oui, juste c'est une hérésie. repousser les choses et les amplifier, en fait. Ça ne va Oui, faire qu'amplifier le problème. Bah, ça Au lieu s'appelle, de faire rouler couper, la dette. ouais, oui, couper ça les choses s'appelle faire maintenant. rouler la dette, mais le problème, c'est qu'elle augmente. Le problème, c'est ça, c'est qu'elle C'est ça. augmente. Par exemple, sans faire de politique, là, la dernière option qu'on nous proposait, soi-disant de faire 44 milliards d'économies, c'est prendre les gens pour des pigeons. Et parce que sur les 44 milliards, il y avait encore 20 milliards d'augmentation d'impôts. Et malgré tout ça, en 2026, le gouvernement budgétait d'emprunter encore 26 ou 29 milliards. Donc, soi-disant, on fait des économies, mais c'est la moitié est payée par l'impôt et l'autre moitié, elle est encore empruntée, ce qui augmente la dette de 29 milliards. Je veux dire, ils nous prennent pour des pigeons de l'année, quoi. Mmh. Ouais. Bon. Non, Ouais. c'est foutu. Moi, franchement, je suis content d'avoir l'âge que j'ai, malgré que je préfère être plus jeune, mais au moins, j'ai passé ça et je pense que ça va devenir dramatique en France et en Europe. Donc, ouais, barrez-vous, quoi. J'allais C'était c'était j'allais clair, dire net et précis. tu sais, c'est Ouais. la fameuse question que tu poses en fin d'entretien. S'il y avait une seule chose que les auditeurs Ben devaient oui, retenir, ce serait barrez-vous. quoi? Non, bah, ça peut pas être pire ailleurs. C'est ça, ça peut pas être pire. Voilà, grosso modo. Mais bon, je crois que il faut prendre conscience que c'est ça. Et alors, bon, moi, c'est vrai, je travaille avec Julien et je suis même associé dans un certain business. Et moi, je trouve que ça fait partie des solutions. Ouais, il faut se mouiller, hein. Ouais.
Pour revenir sur une autre chose, tiens, qui me semble intéressante, comment est-ce que tu fais pour gérer tes investissements, ceux que tu as à distance, notamment je pense aux investissements immobiliers que tu peux avoir à travers le monde? Est-ce que tu as des je sais pas, des astuces ou enfin, nous expliquer globalement ta manière de fonctionner, toi, pour gérer ton Non, il y a pas d'astuce, hein, c'est toujours pareil, quoi. Ça dépend avec qui on travaille, voilà, c'est tout, hein. Il m'est arrivé de travailler avec des gens qui étaient, j'allais dire malhonnêtes, ils le sont devenus s'ils ne l'étaient pas. Et en fait, je dirais c'est presque 50 du problème, quoi, hein, on peut faire la meilleure acquisition du monde, mais si elle est gérée par des incompétents ou par des escrocs, c'est pas la peine, quoi, hein. Donc il y a le produit, mais il y a aussi celui ou celle qui va s'en occuper derrière et là, encore une fois, c'est 50 du problème. ouais, je suis C'est d'accord vrai. avec toi. Eh ouais. Donc c'est la clé, c'est sûr. Ah ouais, il y Tiens, a pas est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui te revient en tête sur la plus grosse erreur d'investissement que tu aies pu faire, dans ton parcours d'investisseur? Une leçon de vie? ah ben, ça serait peut-être de ne Panama? pas se laisser aller à se faire plaisir, voilà, sans prendre en compte, les tenants, les aboutissants, et de faire des vérifications avant, pour la petite histoire et c'était à Panama, j'ai investi de l'argent dans un immeuble qui est jamais sorti de terre. OK. Oui. Donc Ça, là, pareil, l'argent est c'est embêtant. parti, Voilà. l'argent est Ah non, parti alors tout de suite. ouais, alors, justement là, ça fait partie des histoires malheureuses où j'ai dû faire aussi encore un procès, mais je n'ai récupéré que 50 de mon investissement. Avec le procès. Sinon, Il y a j'aurais quand même la perdu. Et législation du pays aussi qui est quand même importante là-dedans, je pense. Absolument, Parce qu'un truc absolument, comme ça passe aux États-Unis, le mec est condamné, après bon, tout dépend l'argent qui reste, mais en gros, tu récupères le maximum et le mec a probablement une dette à vie, hein, derrière à te rembourser, hein. ouais. Aux États-Unis, je sais pas parce que heureusement, j'ai pas eu ce genre de problème, mais je sais qu'en France et malheureusement, il y a pas mal d'exemples de gens qui font confiance à un constructeur, ils achètent un terrain, les gens, ils font confiance à un constructeur, ils payent des avances et puis, le type disparaît et puis, je vais te dire, en France, faut pas rêver, tu rattrapes rien, tu récupères rien, hein. Ouais. oui, non, c'est tellement rare. C'est généralement quand les mecs ont tiré le Ah non, il rideau, tire le il y a plus rideau, d'argent, ça il y a plus rien. voilà, ça tire le rideau. Alors il est en cessation de paiement, tout ce que tu veux, mais les malheureux qui ont donné de l'argent et qui se retrouvent avec la moitié la maison à Ouais. peine commencée, ils récupèrent rien ces gens-là. Ils sont obligés de retrouver un autre constructeur et de ressortir de l'argent pour finir le boulot, qui a été partiellement payé pour l'escroc d'avant, quoi, hein. En France, je sais. Aux États-Unis, je sais pas, mais je sais qu'en France, il faut pas rêver. Si on prend pas des mesures, et qu'on fait pas attention, on peut perdre beaucoup d'argent, hein, comme à Panama, hein. Moi, je trouve que c'est pas mieux, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, il y a aussi le système financier, hein. En France, il y a beaucoup de constructions qui se financent, via les banques, ce qui est beaucoup moins le cas aux États-Unis. C'est les constructeurs qui apportent le financement de la construction. Donc ça cure quand même le problème parce que l'acheteur souvent amène une part minoritaire contre l'avancement. Même si c'est un acheteur en cash, ça se passe avec des appels de fonds qui sont contre l'avancement. Donc il y a quand même un garde-fou qui est très important. Maintenant, ça arrive aussi, il y a des histoires comme ça, je pense partout à travers le monde. Il faut pas être dans Oui. un excès de confiance, il faut donner sa confiance une fois qu'on a fait un bon audit et on pense travailler avec la bonne personne, c'est surtout ça. Parce que tout ça, c'est une question de Ouais, personne, hein, quand même. Un, de compétence et puis deux, d'honnêteté quand même. Je pense que c'est ces deux grosses ouais, notions. ouais, ouais, C'est ça, hein. Ouais. ouais, ouais, Pour conclure, ouais, Yves, je voulais te demander autre chose. ouais. Là, enfin, ouais, pour conclure, aujourd'hui, c'est quoi ta vision actuelle de ton portefeuille d'investissement? C'est quoi les projets futurs? Euh, comment tu vois les choses venir? Et toi, quels sont tes objectifs? Bah, tu sais, mes objectifs, eu égard à ma situation personnelle et à mon âge, plus exactement, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes objectifs, c'est, toujours moins de 5 ans. Donc, si je vis plus vieux, tant mieux, mais je ne peux pas faire aujourd'hui de plan à plus de 5 ans. Alors j'ai des investissements immobiliers, mais curieux comme je suis, ben, il y a l'or, il y a le bitcoin, c'est surtout le bitcoin. Alors tout ça, c'est pas trop pour moi, hein, moi je suis, dans la dernière ligne droite, mais pour, ma famille, pour mes descendants, voilà, j'ai toujours été un peu curieux et parieur, hein, donc voilà, mais
d'un autre côté, il y a ce qui a été bâti et qui est costaud, solide et qui en fait, me procure, les moyens de vivre, correctement, même en restant en France puisque l'expatriation, même ça pour moi, c'est trop tard, quoi, hein. Bon, Mais toi, voilà. tu presque un expatrié, tu voyages quand même beaucoup. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, bon, je pourrais faire les démarches, hein, parce que ma maison au Panama, je l'ai depuis déjà une dizaine d'années et je sais très bien que si je voulais avoir un visa permanent, je l'aurais. Mais éloigné de ma famille pour gagner les impôts, c'est pas trop mon truc non plus. Donc, je sais qu'il faut en payer, j'en paye, mais voilà, j'ai des revenus qui me permettent, parce que j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai des revenus qui me permettent de vivre à peu près 6 mois par an en dehors de la France et j'en ai besoin, hein, parce que pour me laver la tête, hein, quand on voit ce qui se passe dans ce pays. Donc je pars à Panama, je pars à Madagascar, je pars en Égypte, je pars en Croatie, je pars un peu partout. Et ça me permet de passer 6 mois, à peu près 6 mois de l'année en dehors de France. Et surtout là, je pars à Madagascar. Quand je rentre en décembre, je repars en janvier à Panama. Et puis quand je rentrerai en mars ou avril, j'aurai certainement une de mes sœurs qui me trouvé un plan pour partir quelque part. Ouais, c'est bien, c'est un bon rythme Voilà. de vie, ça. Faut Oui, aussi absolument, profiter, c'est à ça que ça absolument. sert, effectivement. Mais tu sais que je t'avais dit aussi que, heu, via l'immobilier commercial que tu procèdes entre autres, pardon, probablement que tu pourrais aussi avoir un visa investisseur, pour venir t'installer définitivement aux États-Unis, hein. C'est probablement pas Mmh du tout mh. l'objectif, mais, pour info, l'investissement immobilier aussi peut permettre, eh bien, à certaines personnes, s'ils le souhaitent, de gagner cette, liberté-là et de venir s'expatrier s'ils le souhaitent. En tout cas, aux États-Unis, c'est le cas pour, un certain nombre d'investissements, bien faits dans l'immobilier commercial et je pense que Yves, toi, tu pourras en Oui, faire c'est partie sûr. si tu J'en avais la j'en demande. Alors, j'en ai pas parlé, mais dans l'immobilier en France, j'ai fait et j'ai toujours de l'immobilier commercial, hein, donc heu, il me reste plus grand-chose, mais là aussi, ça peut faire partie des investissements plutôt rentables, hein, parce que contrairement à l'immobilier locatif, là, on est toujours Résidentiel. payé. Ah Mmh. oui, Ouais. on est payé, on a des contrats et des baux qui sont plutôt solides et c'est Généralement, en cas peut-être de problème, les procédures d'éviction vont plus vite aussi dans le absolument, absolument. Donc, non, mais je crois pouvoir dire que mes meilleurs placements et mes plus grosses plus-values ont été faites dans le commercial aussi, en France. je suis d'accord avec toi, c'était la même expérience pour moi, ouais. Voilà. Et donc, voilà, alors, j'ai vendu avec de très grosses plus-values, mais là, j'ai attendu, j'ai attendu mes 30 ans pour payer le moins possible, hein. Et c'est un bon coup ça aussi. Alors, j'ai investi avec Julien dans du commercial, aux États-Unis aussi, hein, et je compte là-dessus aussi pour, peut-être faire de très bons de bons rendements et surtout de belles plus-values. Beh, je vous confirme que c'est aussi mon cas, hein. Dans mon expérience, ça a été mes meilleurs, «coups» entre guillemets d'immobilier Ouais. commercial aux États-Unis, très belle Ah ouais? plus-value Ah et ouais? souvent aussi beau rendement. Enfin, c'est pas mal parce qu'on travaille avec des professionnels en face de nous. Mmh. On va dire qu'on n'a pas à gérer les choses mineures généralement, comme, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle ou ce genre de choses. Ouais. Donc, ça enlève, ça facilite les choses, quoi. On attend Ouais, juste puis on généralement travaille avec des gens qui travaillent, donc on est un petit ouais. peu dans la même mentalité, quoi. Ouais, puis il y a la nature des baux qui est différente aussi où, Oui, généralement le absolument. propriétaire est moins, a moins de responsabilités, donc c'est très bien. Donc non, Ah ça ouais. c'est une bonne Puis chose. il y a pas de squat là-dedans, hein. Non, là, Mais ça, c'est c'est qu'en France, difficile. Yves, ça n'existe pas ça. Ça n'existe Ah pas, oui, Yves. oui, Ça mais n'existe pas aux malheureusement États-Unis. ici, il faut se battre pour récupérer son bien. Non mais, on est dans un pays, et on marche à l'envers, quoi. Ah bah Donc venez aux États-Unis, ça c'est la conclusion. Venez aux bah, États-Unis chez parce nous, il y qu'on a pas de marche à squat, hein, je vous l'endroit. l'avais dit. Barrez-vous. Ici, on marche à l'endroit. Absolument, absolument. Donc voilà, grosso modo, j'en suis là, je suis heureux, mes affaires aux États-Unis, marchent bien, il y a pas de souci, hein. Bon, tant mieux. Bah, merci Super, beaucoup pour ton top. temps, merci pour cet échange, c'était très intéressant et puis c'était plein de sympathie. Donc bon, on a fini par arriver à se connecter, tous ensemble, sans écho, Ouais, C'est ça. avec, tout le monde pouvait s'entendre parler, après c'était le quelques principal. galères. Voilà, voilà. Et ouais. Absolument. En tout Merci OK. cas, pour ton merci. temps, Yves. Merci Mais Merci beaucoup. merci à beaucoup vous, Yves. merci à vous. Ouais.
Et bien, à très bientôt. Salut À Yves. très bientôt. Ouais. Bonne soirée Merci à Yves. vous. Merci. J'espère que cette interview vous a plu, que ça vous a permis bien de comprendre un peu mieux les mécanismes et bien que ça vous a aussi donné quelques astuces, quelques idées pour bien vos futurs projets, notamment dans l'immobilier américain. On voulait juste revenir rapidement avec Mathieu quand même sur une notion qu'on a évoquée avec Yves dans le cadre de cette interview, c'est l'immobilier commercial et la possibilité d'obtenir son visa E2 investisseurs via ce type d'investissement. Vous le savez sans doute, on a développé depuis maintenant quelques mois une activité qui s'appelle French and Associates. On vous mettra le site internet en description dans la vidéo exactement pour que vous puissiez nous contacter si vous avez un intérêt pour qu'on vous accompagne là-dessus. On a un package clé en main d'accompagnement dans le cadre de l'obtention du visa E2. Et évidemment, quand en plus ça touche à l'immobilier, nous on peut vous accompagner évidemment aussi sur l'acquisition d'un bien immobilier, notamment commercial, qui peut vous permettre de faire un investissement très rentable et d'obtenir votre visa. Du coup, voilà, on voulait revenir là-dessus. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans ce sens? Pour moi, c'est une très bonne option, l'immobilier commercial et pour l'obtention d'un visa. Oui, 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 clairement. Enfin, tu l'as déjà fait par le passé avec des clients. C'est une des meilleures manières d'obtenir son visa E2. C'est soit on investit dans un business, c'est autre chose. Soit on développe son propre business aux US, soit on investit dans l'immobilier commercial. C'est vrai que l'immobilier commercial, c'est vraiment top, quoi, parce que de un, tu fais un investissement passif qui va te rapporter des loyers tous les mois. Et en plus, par-dessus ça, tu vas pouvoir monter un dossier pour un visa E2, donc tu pourras venir séjourner quand tu veux aux US sans limitation. Et une fois que tu seras aux US, si tu as envie de chercher d'autres business ou d'ouvrir d'autres choses, bah, tu pourras, puisque ce visa ne te limite pas. N'est pas limitant comme peut l'être un ESTA ou un visa tourisme de 6 mois. C'est donc c'est vraiment c'est la bonne opportunité, je pense. Ça combine les 2. C'est un bon Ouais. compromis. Je Ouais. pense qu'il y a une notion sur laquelle il faut revenir, c'est l'enjeu de risque quand même. Dans le cadre d'un visa E2, en fait, l'administration américaine vous demande de faire un investissement avant d'obtenir Substantiel, ouais. substantiel et avant d'obtenir vos papiers. Donc ça passe par la reprise ou la création d'une entreprise américaine. Mmh. Beaucoup de gens investissent dans des commerces. C'est plus dur de faire passer des dossiers en visa E2 sur des services parce que généralement il y a moins d'actifs tangibles ou il y a moins d'actifs Mmh. dans la société. Donc c'est plus difficile de montrer aussi à l'immigration américaine que vous avez besoin d'être sur place. L'avantage de l'immobilier commercial, c'est que déjà il y a l'investissement substantiel. Évidemment, dans le cadre d'immobilier commercial, généralement on est sur des tickets de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire millions de dollars. Donc si vous avez ce potentiel-là, regardez ça. Mais parfois ça peut vraiment être finalement plutôt abordable pour de l'immobilier. Mmh. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, l'immobilier commercial, l'intérêt, c'est que là-dedans, on peut mettre, évidemment, on peut faire un business plan autour du business potentiel que pourrait, qui pourrait être Adossé, adossé. J'ai le mot host qui me vient en mmh. tête, mais pas le mot américain, le mot français, mais qui pourrait être accueilli au sein de l'immobilier. Évidemment que une fois que vous avez le dossier, vous avez obtenu le visa, libre à vous ou non d'effectivement créer ce business ou pas. Mais c'est pas une obligation. En tout cas, ça vous permet déjà d'avoir ce visa E2 pour, si vous êtes ressortissant français, c'est 4 ans, 48 mois, Ouais, on plus est passé à 4 ans, ouais. les 2 ans d'autorisation pour rester sur le territoire américain. Donc ça peut vous emmener jusqu'à 6 ans. Donc ça vous donne déjà pas mal de temps. Puis après, ça vous donne le temps de Mmh. voir la prochaine étape, qui peut être une green card, qui peut être un renouvellement de visa E2. Mais la première chose, c'est le risque financier. L'immobilier, ça vaut quelque chose. Acheter un fonds de commerce, les gens vont le fonds de commerce pour 2 raisons. Soit il est au top du top de ce qu'il produit, et dans ce cas-là, ils vont vous vendre cher et vous allez acheter l'expérience, quelque chose qui Ouais. roule, mais vous n'allez pas faire une affaire, la meilleure affaire du monde, parce que les meilleures affaires, c'est quand on les prend de zéro et qu'on les développe. La difficulté dans le cadre du visa 2, c'est qu'un, vous avez un déficit culturel et de langue souvent, donc c'est très compliqué de créer un business. Mmh. Et deux, vous avez une problématique qui est physique, c'est que vous n'avez pas les papiers pour venir full-time aux États-Unis. Donc comment arriver à développer de rien? Donc généralement, on fait une reprise. Donc la reprise, soit c'est un business top et qui vaut cher et qui généralement, vous n'allez pas capitaliser au maximum dessus, soit
vous achetez un business qui ne vaut pas grand-chose, qu'on peut qualifier parfois même d'asset sell, qui est en fait un business où il y a des actifs dedans, mais où il n'y a plus vraiment de business. Et à ça, on adosse un business plan et on dit qu'on va redémarrer l'activité, qu'on va être successful. Et ça peut fonctionner effectivement en termes de Visa E2. Mathieu utilisait le mot passif, qui est la réalité dans le cas d'immobilier commercial, parce que vous pouvez potentiellement le faire gérer par quelqu'un. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant dans le cadre du dossier pour le Visa E2, puisque Évidemment. vous êtes censé être actif. Mais la réalité est différente de ce que l'on va mettre dans le dossier, forcément. Donc l'immobilier commercial a aussi l'avantage de générer un revenu qui parfois est vraiment substantiel et est très peu risqué, parce qu'il faut juste trouver le locataire, entre guillemets, et commencer à rentrer tous les mois. Donc souvent, c'est des bons plus qui sont longs. L'avantage des baux commerciaux aux États-Unis, c'est qu'on s'attend souvent à des baux de 5, 10, 15 ans. Mathieu a évoqué rapidement au début de notre échange et du podcast les types de baux qui existent dans le cadre de l'immobilier commercial. On parlait du bail triple net. L'avantage du triple net, c'est que vous savez exactement ce que vous allez toucher tous les mois, puisqu'en fait, ce qu'on appelle le base rent, donc le loyer de base, vous revient, et toutes les charges qui sont associées à la propriété sont la responsabilité du locataire. La taxe foncière, l'assurance, l'entretien de la propriété. Donc, vous avez rien à sortir. Il y a d'autres types... Net. C'est du net. D'autres types de baux qui existent, comme le gross lease, qui là, effectivement, c'est l'inverse. C'est vous qui payez tout. Et c'est inclus dans le loyer du locataire. Moi, j'ai des bureaux, par exemple, en commercial, je paye tout. Je paye même Internet, l'eau, l'électricité. Les gens viennent juste, ils posent leur laptop, leur sacoche. On peut même leur louer meublé. Et voilà, ça, c'est un espace de bureau qu'on loue. Dans une propriété qu'on a ensemble avec Mathieu, là, pour le coup, c'est plutôt une propriété qu'on loue en triple net, puisque c'est des bâtiments qui potentiellement vont se prêter à des activités type commercial ou industriel léger. Et donc là, le locataire prend tout à sa charge. Mais immobilier commercial, top solution pour du Visa E2. Là, j'ai encore un client qui est en process de Visa E2 là actuellement. Bon, lui, il a des affaires commerciales en Europe qu'il est en train de régler, donc il est en cours, mais il n'a pas encore obtenu le visa. Mais voilà, c'est exactement ce type d'investissement qu'il a fait. Il a investi dans de l'immobilier commercial, qui a déjà un locataire qui est un locataire, une activité de médias et de presse, et et là, il est en cours pour l'obtention de son Visa E2. Évidemment, il y a personne qui peut vous garantir l'obtention du Visa E2. La seule personne qui va vous permettre de l'obtenir, c'est l'officier qui va tamponner à l'ambassade et vous mettre votre visa dans votre passeport. Donc, il n'y a aucune solution qui est garantie. Encore un autre avantage de l'immobilier, quand on fait un visa dans un cadre immobilier, vous avez un refus de visa, et l'immobilier va survivre, vous allez le faire gérer à quelqu'un, il va continuer à vous rapporter de l'argent. Vous avez un refus de visa alors que vous voulez monter un business, vous avez tout prévu pour venir. J'ouvre un restaurant, j'ouvre un salon de coiffure, j'ouvre une usine, j'en sais rien, des choses où vous allez avoir la nécessité quand même de venir physiquement régulièrement. Vous pouvez vous mettre en grande difficulté parce que vous allez devoir du coup complètement donner le contrôle à un salarié ou des salariés. Et j'ai des expériences en tête, ça vire très vite au drame, beaucoup de cas, parce que le salarié prend le pas sur le patron qui en plus est étranger. Et malheureusement, là, il y a beaucoup de casses. Oui, c'est ça que moi j'aurais voulu mettre en parallèle pour que ça soit peut-être un peu plus concret pour les gens, mais pour les gens qui peut-être commencent juste à s'intéresser au Visa E2, qui comprennent pas trop encore comment ça marche, c'est qu'en fait, dans le cadre dont tu parlais, de la reprise d'un business existant, vous devez racheter le business avant d'avoir votre visa. Ça peut sembler pas logique du tout, mais c'est comme ça que ça marche. Il faut d'abord racheter le business, le faire tourner, et ensuite, grâce à ça, vous allez pouvoir monter votre business plan et vous présenter à l'ambassade votre projet de Visa E2 en disant: «J'ai un business, il tourne, voilà, j'emploie des gens, je fais ça, je fais ça». Ça semble pas logique du tout. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Et le pire dans tout ça, comme disait Julien, c'est que vous ne pouvez pas venir sur place pour piloter ce business, puisque le seul visa auquel le seul visa auquel vous avez accès, c'est un ESTA. C'est un visa de tourisme. Et on sait qu'en visa de tourisme, on n'a pas le droit de travailler. Donc, ça peut être très déroutant comme approche, le visa E2. Ah de toute façon, dans le cadre du Visa E2, bon, moi j'ai eu mon Visa E2, c'est comme ça que je me suis installé aux États-Unis, mais les Américains sont très pragmatiques, il faut mettre les copies des virements bancaires.
Donc, c'est pas compliqué. Hein. Je rachète un business. Voilà, le vendeur me le vend tant, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. OK, l'argent est parti sur le compte séquestre de l'avocat qui a géré la transaction. On monte ça, on met ça dans le dossier pour le visa E2, ça marche. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas la notion d'investissement substantiel, C'est il n'y ça. a pas de visa. Automatiquement, vous allez, vous n'obtiendrez pas votre En visa. fait, Alors, si c'est on dans le peut cas pas mener, d'explication, on peut pas mener toutes les opérations de front, c'est-à-dire préparer le rachat, mais en même temps le visa et ne racheter que si j'ai le visa. C'est pas possible malheureusement quoi. là, j'ai un client, comme je disais, qui est en cours d'obtention d'un visa E2 via l'immobilier commercial. Pour vous donner sa situation, il est en train de vendre un hôtel que lui possède en France. Donc, il est dans cette vente-là. En parallèle, il veut venir vivre aux États-Unis. Et du coup, pour le faire, il le fait via l'investissement dans l'immobilier commercial. Mais vous imaginez s'il avait lui-même réinvesti dans un hôtel aux États-Unis, fait cet investissement pour pouvoir obtenir le visa. Mais comment il aurait pu faire là, c'est cette transaction où il faut vendre d'un côté ce qu'il est en train de faire, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire pour cette vente en France, et en parallèle faire tourner le nouveau business qu'il a racheté. Enfin, en tout cas, même si c'est un business existant, il y a quand même des choses à contrôler et des choses à faire. Voilà, dans le cas d'immobilier commercial, il a déjà son locataire, ça paye tous les mois, et il a plus qu'à faire en fait la partie administrative du visa, qui est pas très compliquée. Hein. Aujourd'hui, vous préparez un visa aujourd'hui, potentiellement dans 3 mois, vous pouvez être aux États-Unis. Vous avez le visa dans votre passeport, ça va très vite. Hein. La seule chose, c'est le délai à l'ambassade de votre pays qui va conditionner. Mais un avocat digne de ce nom, et nous on a des gens recommandables avec qui on travaille, ça va très vite. Hein. Il faut juste adosser le business plan, c'est la chose la plus compliquée, mais on a des gens très performants pour les business plans spécialisés en immigration. Ils vous font remplir un questionnaire, ils vous montrent le business plan, il y a des rectifications qui sont faites, mais une fois que ça c'est fait, après c'est toute la paperasse et l'administratif et le montage du dossier que l'avocat fait, ça va très vite. Hein. Honnêtement, si vous faites trouver les choses, en moins d'un mois, le dossier est monté. Et après, si alors, le rendez-vous à l'ambassade, ça va très vite. Moi, je me rappelle, mon rendez-vous à l'ambassade, tu vas me dire pourquoi tu rigoles. Ouais, mais 3 semaines. c'était il y a 10 ans, un peu plus. 3 semaines, j'avais le rendez-vous. Maintenant, c'est plus long, ça peut mettre plus de temps, mais c'est pour ça qu'aussi, il faut s'y prendre en amont. Voilà. Ouais. En amont. Mais la beauté quand même de l'investissement dans l'immobilier, c'est que vous commencez déjà à générer des revenus. C'est ça qui est incroyable, c'est que vous pouvez déjà générer des revenus, donc commencer à rembourser vos frais de visa avant même d'avoir commencé à avoir mis le pied sur le sol américain. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer d'avoir fait ça dans le cas d'un visa E2, rachat de business ou création de business. Hein. En fait, pour mettre en parallèle, tu vois, là, je parlais du rachat de commerce dont tu parlais tout à l'heure pour expliquer comment ça se passait. J'aurais bien voulu mettre en face, en parallèle, comment ça marche dans l'immobilier commercial. Parce que les gens doivent se dire, mais il nous dit, oui, tu investis dans l'immobilier commercial, mais comment je vais avoir mon visa E2 juste avec de l'immobilier commercial? Alors sans dévoiler de grandes recettes, mais faut vous dire que, imaginons, vous trouvez un terrain libre, un terrain vague, il y a rien dessus. Vous achetez ce terrain et puis dessus, vous vous dites, «Tiens, je vais poser des containers pour stocker des choses dedans». Bon, ben, vous avez votre business. Vous avez votre immobilier, qui est le terrain. Vous avez vos containers, qui sont votre propriété mobilière aussi, et vous les louez pour faire du stockage. Ben voilà, vous avez votre business. Donc vous avez fait de l'immobilier, du business. Pour faire un Ouais, petit exemple, alors, voilà. C'est parce que pour aller les gens plus doivent se loin, dire: «Mais comment je peux monter un visa 2?» Ben oui, on a en portefeuille des propriétés sur lesquelles on peut être vendeur pour aller plus loin dans ce que Mathieu approche, qui peuvent fonctionner pour du visa E2. Des bien sûr. propriétés pour faire du stockage, des propriétés, on a une propriété de bureau comme je disais. Donc on a des solutions pour les prétendants qui ont un petit peu de cash disponible, de capital. On va pas se mentir, il faut du capital pour faire ça. Mais pour les gens qui ont évidemment, plus on a de capital, moins on va prendre de risques parce que plus on a d'options. Les gens qui ont compris que le risque est beaucoup moins important via de l'immobilier commercial, il y a pas photo quoi. N'allez pas vous acheter un restaurant ou j'en sais rien ou un aquagym ou je sais quoi. Je les connais. Hein, moi j'ai des amis autour de moi, ils ont tout fait. J'ai des amis qui ont vraiment acheté un business parce que c'était leur business en France. Voilà, j'ai des amis boulangers, ils étaient boulangers en France, ils ont des boulangeries ici, super. Mais si c'est pour vous réinventer déjà une vie, mais en plus un métier. Attention les galères. Un secteur qu'on maîtrise pas dans un pays qu'on maîtrise pas, avec pas du tout les mêmes codes que les nôtres. Ça, faut insister là-dessus.
Ah Faut mais être moi je peux prêt, vous quoi. parler de mon expérience, hein. Le premier business que je venais faire en venant aux Mmh. États-Unis, j'avais aucune expérience là-dedans, c'était de la restauration. Comme beaucoup de Français, très 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 mauvaise idée. Des pokés. Restauration, j'étais à 2 doigts de signer un restaurant, qui était à la vente, je me rappelle, à 340 000 $ à la Fort Lauderdale, tenu par des Français, qui eux-mêmes avaient racheté à des Français. 2 mois après, il était à 140 000 $. Je dis: «Ah oui, là, il y a un petit problème». Alors, en fait, ils étaient rincés de chez rincés, ils voulaient tout faire pour se débarrasser de ce truc. Ils ont peut-être réussi à le faire. Je crois que maintenant, c'est devenu un bar en empanadas, ou je ne sais quoi. Mais il y a des business comme ça, de symptomatiques, qui se refilent qu'à des vis à deux et parfois même dans la même communauté. On se refile la patate chaude Ouais. parce que c'est des mauvais business. Heureusement, j'ai pas fait ça, mais après, dans mon chemin de croix, j'avais un peu j'avais quelques compétences dans le domaine du business de la beauté, et donc je me dis, je vais racheter un salon de coiffure. Le salon de coiffure était possédé par un Vénézuélien qui, lui, était en fait un fabricant de fenêtres au Venezuela. Il avait juste acheté le business pour aller papier. Et il avait ensuite continué de développer son activité de fenêtre en Floride. Alors, il était prêt à vendre le business parce qu'il n'avait plus besoin, il avait eu sa green card, plus besoin pour le visa, pour son visa. Mais alors, le deal a fail parce que sa femme ne voulait pas vendre le business, qui était assez rentable, hein, d'après si, il était rentable, on avait la l'AS fiscale, parce qu'elle, elle aimait ce business-là, venir au salon, voilà. Mais encore une fois, heureusement que je l'ai pas fait parce que du coup, je suis arrivé à faire un visa E2 avec beaucoup moins d'investissement et surtout beaucoup mieux investi. Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, moi, j'avais pas beaucoup de moyens quand je suis arrivé aux États-Unis. Les gens du capital, vous avez pas tellement de risques à prendre, en tout cas de risques financiers. Le visa à l'avoir, pas l'avoir, c'est autre chose. Et de toute façon, ça, personne peut vous le garantir. Mais normalement, si le dossier il est bien monté et qu'il y a un avocat qui vous dit je prends le dossier, c'est qu'il va vous l'avoir. À moins que l'avocat, ça soit vraiment pas un bon. Et c'est Et tout il y en a l'intérêt certains qui sont pas du bons. c'est tout l'intérêt de l'immobilier commercial, pardon. C'est que, pour l'exemple que je donnais il y a quelques secondes, vous avez votre terrain et vos containers dessus, ça génère, du chiffre d'affaires. Si vous obtenez pas votre visa E2, bah, il y a 0 risque. C'est juste de la location immobilière. Étant donné que, par exemple, toi, Julien, tu proposes de la gestion, locative, votre business, il est toujours debout. Il repose sur une seule personne, c'est tout. Il y a pas de risque, en fait. Il y a pas d'employés, il y a pas de charge monumentale, il y a rien du tout. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, je pense, la solution qui va être, proposée de plus en plus souvent aux gens qui veulent faire un visa E2. Alors évidemment, on peut toujours leur trouver des commerces aux gens qui veulent reprendre des business, ça se fait toujours, pas de souci. Mais pour quelqu'un qui, voilà, qui veut son visa E2, mais qui a pas envie de pivoter, de changer de secteur comme tu le disais, et de venir mettre les mains dans un de pas s'inventer une nouvelle vie, de venir mettre les mains dans un business un secteur qu'on maîtrise pas et dans un pays qu'on maîtrise pas, peut probablement que l'investissement via l'immobilier commercial restera le meilleur moyen, le meilleur véhicule, Alors, et sans en rentrer plus le trop moins dans le risqué. détail. Oui, oui, bah, le risque, c'est la principale des choses. Pour moi, c'est la chose principale, le risque Ouais, financier. Il y a toujours un risque, de toute façon, inhérent à tout investissement, évidemment, hein, c'est pas ce que l'on dit. Et le risque, bah, c'est que le marché aussi immobilier fluctue, bien sûr. Mais malgré tout, il n'y a pas de risque de voir fondre son chiffre d'affaires et du coup non, la valeur du business du jour au lendemain, ce qui est ça quand même symptomatique et le cas de beaucoup de gens en visa E2 quand ils rachètent un business existant. c'est ça. Quand même, pour aller plus loin dans l'explication, évidemment qu'au-delà de l'immobilier que vous achetez, faut prévoir une petite enveloppe ça va dépendre du business, 10, 15 000, 20 000 $ pour créer évidemment un site web, une coquille marketing, en tout cas voilà, toute une histoire autour du business potentiel qui Évidemment, va être proposé auprès de l'immigration, et que vous ne développerez probablement pas dans le futur, mais au moins qui vous permettront de finaliser l'obtention du visa, en tout cas de supporter la c'est demande de ça. visa. Voilà. Oui, et puis même, tu disais le risque, ça peut être que le marché, pivote un peu et que donc l'immobilier s'apprécie, moins que prévu, ou que peut-être les valorisations se tassent. OK, certes, mais si sur votre terrain vous avez un business, lui, le business, il continue de tourner. C'est pas parce que l'immobilier va baisser que, par exemple, chez votre coiffeur, le prix de la coupe va changer. Non, le prix de la coupe, c'est toujours le même. Alors certes, le local peut-être, a pris moins de valeur cette année ou a peut-être baissé, mais le business dedans, lui, il tourne toujours.
c'est toujours là. Donc votre business vient finalement soutenir votre. Bah, c'est le bail, hein, dans le cadre de Voilà. l'immobilier commercial, Ouais. c'est ça, hein, dans l'immobilier commercial, de toute façon, c'est souvent ce qu'on appelle income producing property, c'est-à-dire des propriétés qui génèrent du revenu, et la valorisation de la propriété aussi et notamment se fait via le potentiel locatif. Donc ça sécurise quand même pas mal de choses, surtout si le business est déjà loué. Mais voilà, si vous avez un intérêt pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. On a des propriétés en portefeuille qui sont disponibles, et voilà, on est ouvert à en discuter, et on peut vous accompagner là du coup de A à Z sur le montage de dossier, et faire en sorte de vous permettre de venir vivre aux États-Unis en prenant le moins de risques financiers possible, et en ayant vos papiers pour mettre en position de succès ici aux États-Unis. Voilà. Un dernier mot, Mathieu? Bah écoute, je pense que là le sujet a été traité de fond en comble, de A à Z. J'espère qu'on n'aura pas été trop long, que vous aurez pu profiter de tous nos bons conseils et les bons conseils et le retour d'expérience de notre ami Yves, qu'on remercie encore une fois pour sa présence et le temps qu'il nous a accordé. Comme d'habitude, on mettra les liens en description, les formulaires de contact, les liens vers le site internet investir.us pour l'investissement immobilier et French & Associates pour l'accompagnement sur les visas E2, création de LLC. Et donc, n'hésitez pas à consulter les liens en description. Ok. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Mathieu. Et puis on se dit à très bientôt. Bye bye. Au prochain podcast, à bientôt.